1969, on a tous en tête cette image. L'homme sur la Lune. Un moment incroyable, hein? Ouais. Un symbole de dépassement pour l'humanité, Oui, une étape marquante, technologiquement parlant. justement. Mais si ce grand bond scientifique, il faisait écho à des voyages bien plus anciens, Hmm, des voyages pas dans l'espace, mais plutôt spirituels, issus de cultures très anciennes. c'est une perspective intéressante. C'est le cœur de notre exploration aujourd'hui. On va se pencher sur des sources qui suggèrent des liens assez étonnants entre le chamanisme, en Sibérie notamment, et le druidisme celtique. Deux traditions géographiquement éloignées pourtant. Exactement. Notre but, c'est de voir un peu ces parallèles, ces possibles racines communes. Qu'est-ce qui peut bien les relier? Fixe, tout ça? Non, c'est plus ancien, plus... Fondamental. C'est ça. C'est décrit comme une très vieille culture magico-religieuse. Le fondement, c'est la croyance en des mondes parallèles, invisibles. Un monde d'en haut, un monde d'en bas. Et le chaman est celui qui peut y voyager. Exactement. Il a les techniques pour explorer ces réalités-là. D'accord. Alors, comment on devient chaman, si ce n'est pas un choix de carrière classique? Ben non, justement. Les sources parlent d'une élection. C'est un appel Un appel. qui peut venir de... Ça peut être héréditaire, transmis dans la lignée. Ou alors ça vient des esprits, directement. Parfois, il y a des signes dès la naissance. Ah oui? Comme quoi, par exemple? M'être coiffé, par exemple, c'est-à-dire avec un bout de la poche des os sur la tête. C'était vu comme un signe. Fascinant. Et le parcours ensuite, il n'est pas simple, j'imagine. Pas du tout. C'est souvent marqué par des épreuves assez rudes. L'isolement, des maladies bizarres, que les textes qualifient de psychosomatiques. Parfois même des accidents spectaculaires. Comme être frappé par la foudre, c'est mentionné, hein. Oui. Ou l'exemple de l'adolescent un peu à part, qui fuit dans la nature, qui vit des états émotionnels très intenses que personne ne comprend. C'est une vraie rupture, en fait. Une sorte de mort à sa vie d'avant. Tout à fait. Une mort symbolique pour renaître autre. Et ça passe par une initiation. Une initiation très exigeante. Avec quel genre d'épreuve? L'isolement peut être poussé à l'extrême. Le jeûne aussi. La confrontation avec ses propres peurs. Et bien sûr, l'apprentissage avec un maître chaman. Hmm. Et il y a cette histoire de démembrement symbolique. Ça marque quand on lit. Ah oui, c'est une image très forte. L'initié a la vision de son propre corps dépecé, réduit à l'état de squelette. Carrément. Et ensuite? Ensuite, un esprit, souvent un forgeron mythique, va le reconstituer, le reforger en quelque sorte. Symboliquement, ça veut dire quoi, du coup? C'est mourir à son ignorance, à sa condition humaine, limitée, pour accéder à un niveau de conscience supérieur. C'est se connecter à l'essence, à l'ancestralité. Les os, c'est ce qui reste, ce qui dure. Cette connexion aux ancêtres, d'ailleurs, elle revient souvent. C'est central, non? Absolument. Pour acquérir le savoir, la puissance, le contact avec les défunts est primordial. Il y a cette technique du têtre. Oui, méditer ou dormir sur une tombe d'ancêtre ou d'âme ancien sage pour recevoir de l'inspiration, des pouvoirs. On pense à Vainamoinen dans le Kalevala. Oui, qui cherche les mots de l'origine dans le ventre d'un géant mort. Exactement. Ou Arvor dans l'Edda qui réclame l'épée sur la tombe de son père. C'est cette idée de puiser la force dans le passé, dans les racines. Et tout ça est lié très intimement à la nature, j'imagine. Bien sûr. Les esprits auxiliaires, c'est souvent des esprits de la nature, des animaux totems. L'aigle, le loup, l'ours. Voilà, la forêt est un lieu sacré. Et il y a l'arbre du monde, souvent un bouleau en Sibérie. C'est l'axe cosmique, l'échelle pour monter ou descendre dans les autres mondes. Et l'équipement du chaman reflète tout ça, le costume. Oui, cette armure zou, comme disent les textes, avec des peaux, des plumes, du métal, des représentations d'animaux, de serpents, c'est sa carte du monde personnel en quelque sorte, ses alliés spirituels rendus visibles. Et le tambour, pas juste un instrument de musique. Ah non, loin de là, c'est son cheval, son bateau pour le voyage statique, pour entrer en transe. C'est aussi là que résident ses esprits, un vrai microcosme. Alors, quand on regarde tout ça, l'initiation par l'épreuve, la mort-renaissance, cette chaleur interne à maîtriser, les voyages de l'âme, les métamorphoses, le lien aux ancêtres, à la nature, on voit des parallèles assez troublants avec d'autres traditions en Europe, surtout celtiques. Tout à fait. Les échos sont nombreux. Prenez Cuchulain, le héros irlandais. Sa fameuse fureur guerrière. Oui, cette fureur qui dégage une chaleur intense, capable de faire bouillir l'eau. Ça rappelle cette maîtrise de l'énergie interne dont parlent les sources sur le chamanisme, Et Merlin, par exemple. initié dans la forêt par Viviane. Exactement.
une figure féminine puissante, liée à la nature. Ça évoque le rôle des esprits, parfois féminins, parfois appelés fées, dans l'initiation chamanique, et les récits de navigations irlandaises vers l'autre monde. Oui, ça ressemble beaucoup au voyage chamanique. Et on trouve des choses similaires dans le monde germano-scandinave aussi. Odin, par exemple. Oui, Odin qui se pend 9 nuits à l'arbre Yggdrasil pour obtenir les runes, la sagesse. C'est une quête initiatique par l'ordalie, par l'épreuve. Très chamanique dans l'esprit. Ces métamorphoses aussi. Oui, il se change en animal et en oiseau pour voyager. Et l'importance des tertres funéraires comme lieu de pouvoir, de connexion aux ancêtres, c'est un autre point commun frappant. Même le rôle du poète, le skald, le barde. Bah oui, le détenteur de la parole sacrée, de la mémoire des origines, ça fait écho au chaman gardien des mots de l'origine. Donc, pour résumer un peu, ce que ces sources nous montrent, c'est que le chamanisme, c'est avant tout une voie de transformation profonde, basée sur cette expérience de mort et renaissance symbolique. C'est ça. Et une connexion très très forte aux ancêtres, aux esprits, à la nature environnante. Et les ressemblances avec le druidisme, avec les traditions nordiques, sont vraiment nombreuses. Ça suggère peut-être une sorte de fond culturel ou spirituel commun très ancien en Eurasie. C'est une hypothèse fascinante. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion, pour ceux qui nous écoutent. Oui, Bon, ces pratiques rituelles précises, elles ont largement disparu ou se sont transformées. Mais cette vision du monde, cette capacité à voir plusieurs niveaux de réalité, à sentir une connexion profonde avec la nature, pas juste comme une ressource, mais comme un ensemble d'intelligence, et à puiser une force dans l'héritage des ancêtres, est-ce que ça résonne encore aujourd'hui? voilà. Est-ce qu'il en reste quelque chose? Peut-être de façon cachée, dans nos mythes modernes, nos histoires, nos films, ou même, plus personnellement, dans notre propre quête de sens, dans un monde qui semble parfois avoir perdu un peu de sa magie. Une belle question pour finir. De quoi réfléchir effectivement.